Quelles sont les dernières données que l'on peut observer concernant la vaccination? Ça y est, on commence à avoir des données. Là aussi, il y a un travail très intéressant qui est sorti dans le Lancet, là, qui analyse d'une manière très honnête, je crois, en Angleterre, l'efficacité du vaccin AstraZeneca contre le mutant anglais, justement, qui est celui qui circule le plus, qui fait, chez nous, il fait 90%, 85 à 90% des cas, et en Angleterre encore plus. Ce que ça marche, et ce que ça montre, c'est que ça marche pas très bien, enfin ça marche moins bien. Ce qu'on pouvait imaginer, là aussi, c'est pas des choses qui sont magiques, hein. Vous prenez juste une protéine, qui est celle du virus qui était là en mars-avril, et vous faites un vaccin qu'avec cette protéine plutôt qu'avec tout le virus. La chance que vous ayez une mutation dans cette protéine qui rende résistant soit aux anticorps monoclonaux, soit au vaccin, est une chance assez élevée. Si vous prenez tout le virus, peut-être que c'est moins directif, peut-être que la concentration est moindre, mais il y a une chance qu'il reste une certaine immunité. Tandis que là, comme immunité, c'est très fragile puisque c'est basé sur très peu d'acides aminés. Donc c'est juste une protéine. Et donc, comme il y a ce variant anglais qui a plusieurs mutations dans cette protéine, que le vaccin fait à partir de l'analyse du premier virus ne marche pas très bien dessus, c'est pas étonnant. Et donc, ça marche pas très bien, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il semble que pour les formes symptomatiques et documentées, c'est-à-dire les gens qui sont malades et chez qui on a trouvé le virus, le degré de protection soit de l'ordre de 70%, en meilleur des cas. Et quand on parle de gens qui sont porteurs ou qui n'ont pas de symptômes déclarés, alors le taux de protection est extrêmement bas. Donc ça pose la question de son usage, et je pense que l'on retrouvera, et alors quand on regarde sur les nouveaux variants, alors ça marche très très mal, c'est-à-dire le variant sud-africain et le variant brésilien, ça marche extrêmement mal. Donc maintenant se pose la question, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait de ça en pratique maintenant pour donner des conseils aux gens? Donc moi je redis, pour l'instant, le vaccin n'est pas obligatoire, donc c'est les médecins praticiens qui doivent discuter avec leurs malades pour leur dire, écoutez, moi je vous conseille ou je ne vous conseille pas de vous vacciner, pour l'instant on est libre de le faire ou pas. Donc ce qu'il faut regarder dans la raison pour se vacciner ou ne pas se vacciner, le point le plus important, c'est bien entendu de faire comme d'habitude. Hein, j'avais écrit un livre sur le vaccin, et comme d'habitude, je suis d'accord avec ce que j'écrivais à l'époque. Je vais en rajouter un chapitre sur le Covid. C'est quel est le bénéfice à espérer? Donc, quelle est la balance entre le risque et le bénéfice? Quand les gens vous disent qu'il n'y a aucun risque, c'est pas vrai. Voilà. C'est pas vrai. Il y a un risque avec toutes les actions que l'on a. Là, les risques de ce vaccin, on commence à les connaître. Il y a des risques vraiment dangereux, d'allergies dues aux composés qu'on utilise, le polyéthylène glycol, les gens qui font des chocs anaphylactiques, éventuellement mortels. Il y a des gens qui font des thromboses. Donc, les chiffres qu'on a nécessitent d'être solidifiés, de savoir quel pourcentage, combien il y a de gens qui font des accidents potentiellement mortels. Est-ce que c'est 1 pour 100 000? Est-ce que c'est 1 pour 10 000? C'est des choses qu'on doit savoir pour dire, voilà, ça c'est le risque que vous prenez avec le vaccin. Maintenant, quel est le risque que vous prenez quand si vous n'êtes pas vacciné? Eh bien, c'est un mélange entre la proportion de gens qui sont infectés et puis la proportion de gens qui, étant infectés, font une forme grave. Et donc, pour éviter les formes graves, ce vaccin a probablement un intérêt. Donc, les formes graves, vous voyez sur ce papier qu'on a fait avec Mathieu Million, vous voyez que jusqu'à 50 ans, des formes graves à part dans des terrains très particuliers, des gens qui ont des cancers ou des gens qui ont vraiment des obésités maladies, si vous voulez, il n'y a pas de formes graves, il y en a très peu. On a analysé ça sur les bateaux, et sur le Charles de Gaulle ou sur le Franklin Roosevelt et le porte-avions. Il y a eu sur le porte-avions Franklin Roosevelt 1 mort, et on ne sait pas s'il était obèse ou pas, et puis sur le Charles de Gaulle, il y en a eu 0. Donc ça veut dire que là, le risque relatif de danger
qu'il y a est un danger qui est relativement faible, et que donc, chez eux, il faut donner le choix aux gens de réfléchir. Après, quand vous dépassez 75 ans ou 80 ans, là, bien entendu, le nombre de gens malades qui risquent de mourir devient important. Il y a une mortalité chez les gens qui ont plus de 85 ans qui est de plus de 20%. Donc le bénéfice à espérer dans une période où le virus circule pour des gens qui ont plus de 80 ans est très bon. Donc il y a une question de relation entre le risque, ça c'est par individu, est-ce que j'ai intérêt à le faire? Est-ce que c'est mon intérêt de le faire pour me protéger ou est-ce que c'est pas mon intérêt de le faire pour me protéger? Et donc ça se calcule avec, voilà, est-ce que les gens sont âgés? Et deuxièmement, est-ce qu'ils ont des facteurs de risque? Les facteurs de risque qui sont les mieux identifiés, c'est l'obésité, les cancers associés, les pathologies respiratoires chroniques, éventuellement la sédentarité, qui sont des éléments. Et puis, si dans l'époque de grande terreur dans laquelle on vit, ça rassure les gens d'être vaccinés, il faut qu'ils se vaccinent. La mortalité est très faible. Le vaccin, il y a des inconvénients. Plus d'inconvénients que ce qu'on nous disait. Il y a un travail qui vient de sortir dans la nature, justement, où il y a 70% d'effets secondaires avec le vaccin de Pfizer. Alors qu'on n'avait jamais vu ça avec un vaccin. C'est 2 à 3 fois plus que le vaccin contre la grippe. Donc il y a des effets secondaires. C'est une chose. Deuxièmement, il y a quelques effets mortels. C'est le risque. Est-ce que le risque vaut le coup d'être pris? Certainement, quand on fait partie d'une population en risque. Si on fait une population qui est sans risque, on peut se poser la question de savoir, c'est le choix de chacun de faire ça. Vous parlez ici d'un bénéfice-risque pris au niveau individuel. Est-ce qu'au niveau de la collectivité, est-ce qu'il est intéressant d'être vacciné pour protéger les autres, pour éviter de contaminer les autres? Ça, on le saura. Pour l'instant, les données qu'on a sur AstraZeneca, mais qui est le seul travail qui a été correctement fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu un suivi, c'est un vaccin anglais qui a été suivi en Angleterre, et là pour lequel il y a un bon travail qui a été publié dans le Lancet. On ne peut pas dire qu'on soit convaincu qu'on va contrôler la circulation du virus anglais en Angleterre avec le vaccin anglais. Donc, le virus va circuler. Toute la conclusion, c'est que ça protège. Ça demande à être reproduit. Ça diminuerait la gravité des infections quand on est vacciné. Voilà. Quant à la circulation du virus, est-ce que ça va diminuer la circulation du virus? Je n'en sais rien. Ce que montre ce travail ne convainc pas que ça va diminuer la circulation du virus. D'autant que, encore une fois, la cible de ce vaccin est tellement étroite que ce sera très facile de voir apparaître de nouveaux variants qui résisteront aux anticorps générés par ce vaccin. Nous, on voit bien quelques travaux préliminaires qui montrent que chez les gens vaccinés, on arrive à couvrir un certain nombre de variants, et pas tous les variants, et pas puis il y a une variabilité individuelle. Donc, encore une fois, c'est pas la baguette magique que l'on espérait qui va permettre d'empêcher ce virus et tous ces variants de circuler. Donc, il faut, je pense, revenir à la conception que c'est une maladie qu'il faut prendre en charge de manière très sérieuse, dont il faut certainement développer les lits de soins continus dans ce pays de manière à faire face au fait qu'on a besoin pas tellement de réanimation, mais de soins continus, de faire de l'hyperoxygénation, d'avoir du monitoring pour surveiller les gens. Et d'autre part, il faut concentrer effectivement les efforts vaccinaux sur les gens qui ont un risque majeur de mourir ou de passer en réanimation. Donc avoir une politique ciblée, très active, très efficace, parce que il faut faire attention de ne pas promettre la Lune tous les 6 mois, parce que la crédibilité des uns et des autres, au fur et à mesure, s'effrite. Et on a besoin de garder une crédibilité auprès de la population si on veut pouvoir avoir des actions de santé publique efficaces. Où en est-on dans l'apparition, dans l'émergence et dans la circulation de variants du coronavirus? Ça va continuer. Nous, on a un nouveau variant qu'on a vu apparaître ici en même temps que les gens l'ont vu à Paris, là, qui est en cours de description, en cours de publication, mais qui est sur notre site,
qu'il y ait un variant qui comporte les mêmes mutations que l'on voit chez les virus qui résistent actuellement aux vaccins et qui résistent aux anticorps monoclonaux. Et puis il y en aura d'autres. On a commencé à en avoir un chez un vacciné, d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui vont apparaître, parce que c'est la nature de ces virus. C'est la nature de ces virus. Donc, je pense qu'il faut avoir une politique beaucoup plus active de recherche de foyers animaux, beaucoup plus active, très dynamique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je crois que c'est très important. Puis la deuxième chose, encore une fois, c'est une maladie dont on connaît bien la cible si on parle de santé. Et donc il faut la traiter comme une maladie. Encore une fois, je suis content de voir que le gouvernement a une position qui est de plus en plus proche de la mienne et la haute autorité de santé aussi. Il faut que les gens voient des médecins, il faut qu'on prenne leur saturation, il faut qu'on les isocoagule, il faut qu'on fasse attention s'ils ont des manifestations respiratoires, à leur faire des scanners à l'eau dose, voir ce qui se passe sur le plan respiratoire. Il ne faut pas louper le passage à l'oxygénation s'ils en ont besoin. Il faut leur donner des antibiotiques. Après, encore une fois, moi je ne veux pas que tout tourne toujours autour de l'hydroxychloroquine. Si on fait ça déjà, on va baisser la mortalité et la gravité de manière très significative. Tant mieux. J'en dis ce que je disais il y a un an. Je suis content que les gens finissent par être d'accord avec moi. C'est pas mon but dans la vie, mais enfin, moi je veux être en accord avec moi-même. Je suis content si les autres sont d'accord avec moi aussi. Mais encore une fois, le point est qu'il faut à la fois prendre au sérieux cette maladie, la dédramatiser pour pouvoir garder des réflexes normaux, des réflexes médicaux normaux, la prendre en charge avec les éléments que nous avons actuellement et cibler notre effort, non pas en empêchant de vivre les plus jeunes qui ont moins de 30 ans qui vont finir par exploser, qui risquent rien, mais plutôt sur les gens qui risquent quelque chose, c'est-à-dire les gens de plus de 70 ans, pour lequel c'est ce qui a commencé à être fait. Il y a une vraie stratégie de vaccination qui a été mise en place et on peut espérer qu'on aura des résultats avec une baisse de la mortalité. On est en train de voir une baisse du nombre de cas chez les plus de 75 ans, qui témoigne peut-être, on verra bien, de l'efficacité de la vaccination. Merci beaucoup.